faut donner une étincelle de vie au produit, c'est magnifique. Le résultat, quand la montre arrive et quand elle sort de nos ateliers, c'est gratifiant. Voilà. C'est comme si on emmenait une voiture se faire repeindre et elle ressort, Et je m'imagine le client arriver en boutique, venir chercher sa montre et comme si elle était neuve, c'est génial, quoi. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. C'est dans un endroit gardé secret que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Aurélien Minette, responsable technique de la plateforme de réparation Richemont, qui voit passer entre les mains de ses artisans ultra qualifiés montres, bijoux des plus grandes marques du groupe. Parmi ces artistes, Aurélien va nous faire rencontrer un pilier de la partie horlogerie, Catherine, polisseuse depuis 32 ans, qui dompte avec prouesse et minutie sa machine rugissante. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je viens voir Catherine qui est polisseuse. Oui, je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venue voir une polisseuse, mais avant, je pense que ce serait intéressant que vous me montriez un peu cet endroit très confidentiel. Alors ici, nous travaillons pour toutes les maisons du groupe et nous avons cette chance de pouvoir travailler sur des produits qui viennent de chez Cartier, de chez IWC, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels et encore beaucoup d'autres maisons que nous allons pouvoir voir durant notre visite. Ici, nous allons traiter beaucoup de volume, donc vis-à-vis de ça, nous avons besoin d'un peu de confidentialité et de tranquillité. C'est important, la tranquillité pour les horlogers. Oui, je sais, c'est très minutieux, très calme. Eh bien, on y va ? Très bien, allons-y. Donc ici, nous sommes encore dans une zone hors atelier, c'est-à-dire que nous avons des grands ateliers vitrés. Vous pouvez voir sur votre droite un premier atelier d'horlogerie. Alors là, il y en a vraiment beaucoup chez vous, des ateliers. On a vraiment des ateliers spécialisés dans l'ordre du flux, dans l'ordre du process de réparation, ce qui nous permet d'avoir des vrais spécialistes à chaque opération, tout en gardant aussi une grande polyvalence, c'est-à-dire que les gens évoluent aussi au sein de ces ateliers, soit ponctuellement pour venir, on va dire, en renfort, soit également en termes de projets professionnels. Beaucoup de gens évoluent et traversent en fait au fur et à mesure des années tous les ateliers. Les gens se spécialisent, peuvent commencer sur des ateliers au diagnostic, c'est-à-dire chercher des pannes, interpréter les demandes clients, passer par des ateliers aussi de polissage, des gens qui transforment un peu, changent de carrière et vont plus vers du polissage, ou alors monter en compétences et en complexité sur des modèles. Nous allons avoir jusqu'à des tourbillons chez Cartier, aussi des mystérieuses. On va avoir toutes nos quantièmes perpétuels entièrement mécaniques chez Jaeger-LeCoultre. Ou alors des complications poétiques chez Van Cleef & Arpels, le pont des amoureux, typiquement que nous réparons aussi ici. Alors, ce qui me fascine depuis tout à l'heure, ça fait 3 fois qu'on passe devant une sorte de petite armoire. Ce sont des armoires transparentes, il faut quand même le préciser. Ce sont nos coffres, mais qui ont été pensés de la manière à ce que c'est pas simplement un coffre fermé sans issue. En fait, c'est un coffre qui fait aussi fonction de flux, en fait. C'est-à-dire que le flux ne s'arrête jamais. On est en mouvement continu, un peu comme une montre. Et en fait, les réparations enchaînent les étapes à travers ces coffres. Toute la partie transparence nous assure de la visibilité. Ce qui Donc il y a une porte de notre côté et une porte de l'autre côté. Exactement. Si nous prenons quelques produits au hasard. Donc ici, typiquement, on a une belle lumineur douée de chez Panerai qui vient pour une révision. Vous voyez, il y a des petits coups sur les côtés là.
Ah oui, Si vous d'accord. regardez, le client a vraiment porté sa montre, le client l'a vraiment fait vivre. Et donc ça, on va aussi pouvoir lui rendre dans un état vraiment très beau à travers le polissage, un de nos ateliers central, puisque c'est la première chose que le client va voir. Justement, on est venu pour rencontrer Catherine, qui est polisseuse chez vous. Ce métier, il est vraiment comme le point d'orgue de la fin de la réparation. Il est central puisque on va séparer un peu le mouvement, un petit peu le cœur qui bat de la montre, et vraiment la partie habillage. Et le mouvement va attendre patiemment que la partie habillage se refasse une peau neuve, soit restaurée. Donc avec des techniques vraiment très précises. Chaque modèle a ses spécificités. Je reprends un autre modèle. Je prends une Gégère Lecoutre, donc une Polaris Memovox. Si vous voyez ici, vous avez un satiné, ce qu'on appelle un satiné sur la corne. Donc D'accord. vraiment ces lignes un petit peu brossées. Et entre les deux, vous voyez, vous avez un poli ici, sur le dessus. Je vois très bien. Et donc ça, c'est une technique, c'est un savoir-faire qui est formidable. Et comme je vous l'ai dit, en plus, c'est vraiment la première chose que le client va voir. Donc, quand vous me parlez de ce petit liseré, c'est la polisseuse qui fait ça pour... C'est ça. Ce que va faire le polisseur, c'est ce que va voir le client réellement de ses yeux. Exactement. Parce que finalement, le mécanisme, il est obligé de vous faire surtout confiance. C'est ça. Catherine a 20 ans d'expérience dans la maison, donc une grande connaissance, elle continue d'apprendre. Elle a encore une dernière formation il y a encore 1 an et demi. Christophe, Catherine, elle a son jubilé, c'était 20 ans, elle a son jubilé 30 ans. C'est le mari de Catherine. Ah, d'accord. Donc sa dernière formation portait sur le laser. Le laser, en fait, c'est la possibilité de pouvoir remettre à neuf tout un habillage, même avec des coûts très importants. Comment on fait pour accumuler toutes ces connaissances et pas se tromper sur des marques très différentes quand en plus, d'après ce que j'ai compris, on n'est pas forcément horloger. Vous n'êtes pas horloger. Oui, c'est mon plus grand défaut, comme je rappelle à tous mes chefs d'atelier, c'est que je ne suis pas horloger. En fait, on acquiert tout ce savoir par la curiosité et par l'écoute, en fait. Moi, j'ai la chance d'avoir des techniciens qui ont un énorme savoir, qui, eux, sont horlogers, ont développé des vraies compétences, ont développé une vraie passion pour nos maisons et sont capables d'en parler et de vous transmettre vraiment cette passion. Et après, c'est beaucoup de lecture, vous réapprenez en fait comme un métier. Comme un élève. C'est ça, comme un élève. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici Moi, ça va faire 9 ans que je suis dans le groupe. J'ai commencé en joaillerie chez Cartier. Ensuite, je suis allé en Suisse dans la manufacture Gégère Lecoutre. Et ensuite, j'ai eu un poste à Londres sur l'équivalent de cette plateforme à Londres. Et ça va faire 2 ans et demi que je suis à Paris en tant que responsable technique. Et alors, pourquoi un ingénieur s'est lancé comme ça dans l'horlogerie ? L'horlogerie d'aujourd'hui n'est plus l'horlogerie d'hier, elle ne sera sûrement pas l'horlogerie de demain. Et donc c'est très intéressant puisque c'est assez rare de voir un métier qui évolue autant en si peu de temps. On va arriver vraiment au polissage, passer la porte, Et tout de suite. vous allez voir la différence de bruit. Donc, nous voici au polissage. Le ronronnement qu'on entend en fait, ça va être la partie aspiration, puisque le polissage va créer de la poussière et donc on a besoin des aspirations individuelles pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de poussière dans l'air. Bon, merci beaucoup, De rien. Aurélien. Je veux bien que vous passiez le micro pour un petit moment à Catherine. Bonjour, Catherine, polisseuse depuis 32 ans. Je fais du polissage de toutes marques, IVC, Cartier, Gégère Lecoutre, Baume et Mercier, et j'en oublie. Racontez-moi un peu, qu'est-ce qui a fait qu'il y a 32 ans, incroyable, vous ayez décidé d'être polisseuse ? Alors, je n'ai pas décidé, c'est venu par hasard. J'ai ma tante qui travaillait au centre technologie de luxe en galvanoplastie et elle m'a fait rentrer avec elle, quoi. J'ai rencontré le métier de polissage au centre technologie de luxe qui m'a vraiment intéressée et puis j'ai approfondi. Et en fait, on faisait de la production sur des briques et stylos
Alors qu'est-ce qui vous a amené Mais ici en fait, c'est mon patron de là-bas qui m'a emmenée avec lui. Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait une transition entre les deux? Parce qu'un briquet, c'est pas une montre, encore moins une montre Cartier. Non, il n'y a pas vraiment de transition. C'est la même chose une fois qu'on sait polir la base. C'est la base, hein, le tout de ne pas avoir peur du tampon, de maîtriser la machine. Une fois qu'on sait ça, après on fait des formations pour le satinage ou pour des pâtes différentes. J'ai complètement appris tout sur le tas en fait. Hein. C'est les anciennes polisseuses qui m'ont montré et puis voilà. Et comme ça m'intéressait énormément, j'ai écouté. Pourquoi ça vous intéressait? Je trouve ça super. Redonner une étincelle de vie au produit, c'est magnifique. Le résultat, quand la montre arrive et quand elle sort de nos ateliers, c'est gratifiant. Voilà. C'est comme si on emmenait une voiture se faire repeindre et elle ressort. Et je m'imagine le client arriver en boutique, venir chercher sa montre et comme si elle était neuve, c'est génial, quoi. À mon âge, on a besoin de loupes au bout de 32 ans. C'est pour être précise, hein, les loupes, il faut bien voir quand même. Je mets des doigtiers sur mes doigts parce que ça évite la chaleur. Ça protège un peu mes ongles aussi. Et puis quand on met pas de doigtier, quand on prend la pièce, le gras des doigts, ça salit la pièce et on voit mal quand on polit. Je mets un petit fil autour de mon poignet, c'est pour éviter l'électricité. Faire contact avec la terre. Et comme c'est une montre IVC toute brillante, je vais tourner à 2300 tours minute sur un tampon. Tampon coton avec la pâte jaune. Sur le tampon, je mets la moitié de pâte sur le côté droit. Pourquoi? En fait, là, je vais polir avec la moitié de la pâte sur le côté droit et je vais sortir sur le côté gauche pour donner la brillance. Ah oui, tout de suite, je vois la différence. Voilà. Aurélien m'a bien dit que vous étiez le poste central de la réparation de la montre. En fait, elle vit à travers le lien entre vous tous pour arriver jusqu'à vous et ressortir. Disons qu'elles arrivent à l'enregistrement déjà, les montres dans des dossiers. Ça vient de boutiques, etc. Ensuite, ça va au démontage. Au démontage, la personne, elle démonte complètement la montre, qu'elle met dans des boîtes noires, ce qui veut dire qu'elles viennent chez nous, polissage. Donc sur ces boîtes noires, on a des petites pastilles rouges ou jaunes. Alors rouge, c'est le polissage, donc ça vient chez nous. Et jaune, c'est le dégraissage. Dégraissage, ça veut dire il faut enlever... Juste le nettoyage. Mais ça, c'est censé être après vous, avant vous, ou en fait c'est complètement séparé? C'est complètement séparé. Ah d'accord, il n'y a pas forcément besoin de polissage dans une réparation? Il y a des clients qui veulent juste un nettoyage, garder leur montre dans l'état. Et alors, d'après ce que m'a dit Aurélien, il y a vraiment... en fait, il faut que vous ayez en tête chaque marque et chaque style pour pas faire de bêtises au niveau du polissage, parce que vous avez des petits designs. Oui, et puis il y a plusieurs montres, exemple chez IVC, il y a plusieurs montres qui sont le même modèle et qui sont polies différemment. Donc là, on a le site IVC où on va dessus consulter pour savoir si c'est satiné, poli, brillant. Qu'est-ce que vous y voyez dans ces montres? Parce qu'en plus, vous les voyez en morceaux, vous. C'est de la marque, c'est du travail, c'est beau. C'est beau, et puis ça a été porté aussi des fois par des stars, des personnalités. C'est plein d'histoires ces montres en fait. Et quand vous la rendez terminée, entre guillemets, est-ce qu'il y a une satisfaction particulière? Mais c'est gratifiant. Oui. Il y a des fois, même pour moi, je prends la photo avant-après. Et vous faites un album après? Peut-être pas un album, mais je la montre à la famille. T'as vu ce que j'ai fait? C'est un travail sympa, quoi. J'ai l'impression qu'on vous fait évoluer aussi, on vous donne beaucoup de formations. Tout à fait. Moi, la dernière formation que j'ai faite, c'était sur les lasers. En fait, parce que maintenant, on commence vraiment à travailler sur les montres très abîmées, où on remet du métal, on les refait complètement, en fait. Donc là, je fais du laser. Je suis la première, là, à faire le stage de laser au poly. Et après, tout le monde va le faire aussi.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette machine, c'est que du laser ? Alors, c'est une grosse machine qui est à côté en bijouterie. Et en fait, on remet du métal avec du laser. C'est un laser qui pique le fil et qui rentre sur la pièce où il manque. D'accord, c'est des montres très abîmées, avec des chocs très forts. Et nous, on refait complètement ensuite au cabron la montre. Pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est un métier d'avenir ? Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui nous écoutent ? Mais c'est un métier d'avenir, c'est sûr, c'est sûr. On aura toujours besoin de redonner vie à ces magnifiques montres. Il faut notre doigté, il faut... C'est trop précis pour être... C'est ça, ouais. Et même faire les deux, horloger et polisseur en même temps, enfin ça c'est faisable. Mais vous conseilleriez aux jeunes, parce que vous l'avez fait un peu comme ça, parce que le destin a fait que vous êtes allé vers ce métier, mais vous pensez plutôt qu'aujourd'hui c'est important d'aller se former à l'école avant, ou est-ce que ça peut arriver encore comme vous ? Je pense que j'ai mieux appris en apprenant avec les anciens. D'avoir plein d'idées, plein de remarques, plein de choses comme ça qu'on m'a données, que j'aurais pas eu à l'école. Et niveau paye, je crois qu'on est pas mal quand même. Donc non, moi je dis aux jeunes, venez, il y a de la place. Ah bah Aurélien, je vous retrouve. Écoutez, j'ai passé... une demi-heure avec Catherine passionnante. Ce que j'avais pas bien compris, en fait, c'est qu'on est polisseur. Elle, en tout cas, elle n'est pas que polisseuse de montres, elle l'est aussi pour les bijoux, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, nous avons bien deux métiers assez différents entre le polissage des montres et le polissage de la joaillerie. Mais c'est deux sources aussi d'apprentissage. On a des contraintes un peu plus techniques dans la montre, vu que le polissage est un métier qui s'intègre dans tout le processus de réparation, que dans le bijou, on va plus garder effectivement des formes géométriques. C'est vraiment un savoir-faire et c'est des choses que les gens peuvent se développer. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive aujourd'hui en tant que polisseur joaillier peut se développer sur une partie montre et réapprendre au quotidien un métier qui est proche de son métier initial, mais qui n'a rien à voir. Et du coup, c'est très intéressant de les voir un peu se confronter à ces défis. On les accompagne beaucoup par les échanges, par des formations dispensées par nos maisons et par tout notre savoir-faire déjà présent. C'est un métier d'avenir, vous pensez ? Je suis convaincu. On est de plus en plus dans une ère où la restauration est importante. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question de ralentir sur l'achat de nouveautés et de restaurer de l'ancien. Et donc c'est forcément un métier où on va remettre en forme des pièces anciennes, on va redonner de l'éclat, donc c'est passionnant d'avoir des montres qui se transmettent de génération en génération comme on peut voir. On a souvent des gravures au polissage, de familles entières qui se transmettent en fait ces produits et c'est très beau de remettre en forme ce genre de produit pour redonner une seconde vie en fait. Pour exercer le métier de polisseur ou polisseuse, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.